Et salut à tous, c'est Rototo, de nouveau parmi vous pour le 14e volet de notre série historique consacrée aux avions de War Thunder, toujours dans la lignée des avions première génération japonais. Et nous allons parler aujourd'hui d'un avion qui a véritablement marqué la Première Guerre mondiale. Nous entrons cette fois de plein pied dans la guerre du Pacifique, contrairement aux avions que nous avons abordés jusqu'ici en ce qui concerne les avions japonais. Nous ne sommes plus du tout dans la guerre sino-japonaise des années 30. Là, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire la guerre du Pacifique américano-japonaise. Et je vais vous parler donc d'un avion qui a vraiment marqué son époque, le D3 A1 Aichi. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans la description de cet avion, alors je précise, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, nous allons d'abord faire une première partie où je vais parler de l'histoire de cet avion et de son aspect technique, et nous aborderons ensuite dans un deuxième temps une bataille dans laquelle nous le mettrons en situation, et nous verrons donc si la simulation War Thunder correspond peu ou prou à la réalité historique, ou du moins à sa désignation technique. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication concernant cet avion, on va déjà parler du constructeur. Comme je l'avais dit lors des précédentes vidéos, je pense qu'il est important de parler des fabricants, des gens qui sont à l'origine de la fabrication de ces avions. On avait vu déjà dans les vidéos précédentes les constructeurs Kawasaki, Mitsubishi, Nakajima, et là nous allons parler d'un constructeur que nous n'avons pas encore abordé, qui est Aichi. Aichi, qui est moins connu, mais qui est en fait principalement le développeur des avions prévus pour l'aéronavale japonaise. Donc Aichi, en fait, la société Aichi est en fait la société Aichi Kokuki, qui veut donc dire Société des avions Aichi, et qui est une firme fondée tout comme Kawasaki et Mitsubishi vers la fin du 19e siècle, en 1898 pour être précis, c'est-à-dire donc à la grande époque de l'industrialisation et de la modernisation du Japon. Et donc, en fait, cette société, comme c'était souvent le cas au départ, n'était pas véritablement prévue pour le développement militaire ou aérien. En fait, il s'agissait d'une société qui s'occupait de fabriquer essentiellement des montres et du matériel électrique, jusque dans les années 20. Date à partir de laquelle la société Aichi a développé un département aéronautique qui fut créé avec l'aide d'un fabricant aéronautique allemand, et non des moindres, puisqu'il s'agissait de la société Heinkel, très connue notamment pour la fabrication de bombardiers, et qui apporta vraiment un support technique qu'on va d'ailleurs retrouver dans cet avion D3A, notamment dans la forme des ailes. Regardez bien la forme des ailes, parce que quand on abordera le... Oh, bah d'ailleurs, je peux vous le montrer, on en reparlera une autre fois, puisqu'on avait déjà abordé les avions de l'Axe, mais on n'avais pas parlé des bombardiers. Je vais vous montrer un Heinkel HE-111 première génération. Alors attendez, hop là, il faut que je le mette en service, mais je crois qu'on va d'abord changer. Ouais, remarquez, si je le mets en service, ça va faire quoi? Ouais, allez, c'est pas très grave, ça me coûte 1800, on s'en fiche. Je l'avais déjà fait. Ah non, quoi qu'ici, ouais, mise en service, voilà. Ouais, il avait déjà été mis en service sur ce slot-là, donc j'ai pas besoin de payer, voilà. Alors, voilà, Heinkel HE111. Vous voyez un peu la forme des ailes, voyez. Et si on prend également le Heinkel HE112, attendez, on l'avait vu lors d'une autre vidéo également, le hop, mise en service, voilà, hop, hop. Voilà, regardez bien les ailes, voyez, c'est encore plus probant là quand on voit cet avion. La forme des ailes elliptiques est légèrement redressée en forme de W ou d'aile de mouette inversée. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur cet avion, je vous invite à y jeter un œil si cela vous intéresse. Et bien maintenant, reprenons donc notre D3A1 et regardez un peu la forme des ailes. Vous voyez qu'on est quand même très proche dans la conception générale. Voyez, donc ça c'est vraiment le support technique qu'a apporté Heinkel à la société Aichi dans le développement de ces avions. Alors, pour parler plus précisément donc de cet avion, le D3A1 Aichi, mis en service à partir de 1938 et portant le nom de code allié le VAL. Alors ça aussi, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je ne sais pas comment les noms de code alliés ont été donnés aux avions japonais. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc là encore, je le répète, si quelqu'un a une information à ce sujet, je suis vraiment preneur. Ça m'intéresserait de savoir sur quelle base les alliés ont donné leur nom de code aux avions japonais. Donc le VAL, donc cet avion mis en place en 1938, est un bombardier naval en piqué. Qui a été développé pour la marine impériale japonaise en prévision de ce qui allait être évidemment la guerre du Pacifique, et
il va rencontrer au départ des difficultés techniques de mise au point, mais à partir du moment où il va être enfin réalisé dans sa version finale, il va participer à tous les combats de la guerre du Pacifique dès l'année 1941, c'est-à-dire donc dès Pearl Harbor, et il va être responsable du plus grand nombre de destructions américaines, que ce soit contre des positions fixes ou contre des unités navales, puisque il va participer à tous les combats jusqu'environ à l'année 1943, c'est-à-dire jusqu'à la bataille de Midway, date à laquelle les Japonais vont subir leur plus grosse défaite et qui va être le tournant de la guerre du Pacifique, hein, date à laquelle les Japonais seront sur la défensive jusqu'à la capitulation finale. Et cet avion, donc le D3A1, qui a rendu d'énormes services à son pays jusque-là, commence à être surclassé et va finalement être retiré pour être remplacé par des avions plus performants, mais évidemment, compte tenu de la défaite de Midway, ça ne servira pas à grand chose et ça ne fera que retarder l'inéluctable. Voilà. Avant qu'on passe sur la bataille et qu'on voit un petit peu ses performances en vol, quelques mots donc sur cet avion. Donc je disais, il a eu des difficultés de mise au point dans les premiers prototypes, notamment dû au fait de la difficulté de mettre au point un bombardier en piqué, à cause entre autres de la résistance de l'air, hein, et ça demande des contraintes aérodynamiques qui sont assez fortes. Il faut contrer donc ces contraintes, et c'est le cas de le dire, et justement les premiers avions avaient beaucoup de mal, les aérofreins notamment souffraient beaucoup, il y a des problèmes de vibration, etc. etc. Donc les premiers modèles n'ont pas été très probants. Finalement, on a refait ensuite une deuxième version avec un fuselage plus allongé, qui apportait plus de stabilité, une attaque de bordel sans mauvais jeu de mots. Je suis désolé, hein, vraiment, j'ai pas fait exprès. Une attaque du bord de l'aile, voilà, ça sera peut-être un peu plus joli à dire, voilà, plus performant. Nous avons, alors on remarque hein, que le train d'atterrissage est resté non rétractable, même s'il est caréné. Ça, c'est essentiellement pour faciliter la fabrication de l'avion. Il faut toujours garder à l'esprit qu'en fait, quand on fait la guerre, hein, malheureusement, les contraintes industrielles de production sont très importantes, puisqu'il faut être capable de fabriquer des avions en grand nombre et très rapidement, notamment pour remplacer les pertes. Voilà. Que dire d'autre encore ? Donc en fait, les avions ont commencé assez rapidement leurs premiers tests. Ils n'ont pas pu être engagés pendant la guerre de Chine, mais de toute façon, étant donné qu'ils faisaient leur mission essentiellement à partir de porte-avions et que la guerre en Chine était surtout une guerre terrestre, finalement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le conflit et ils ont surtout été mis au point pour donc la guerre du Pacifique où ils ont, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, assuré leur mission haut la main. Voilà. Au niveau de l'armement, donc on a toujours pareil, toujours le même type d'armement que l'on trouve sur les avions de cette génération, à savoir deux mitrailleuses 7.7 tirant dans l'axe vers l'avant et une mitrailleuse 7.7 tirant à l'arrière, donc manipulée par un opérateur, un peu comme sur le modèle du F1 M2 qu'on avait vu dans une vidéo précédente, hein, ça change pas grand chose. Ce qui va changer en revanche, c'est probablement plutôt la capacité de bombe à emporter. On avait vu que le F1 M2 pouvait emporter seulement 120 kg de bombes. Là on voit qu'on peut en emporter un peu plus, aux alentours de 250 kg. Bon, voilà, je crois même pas que je puisse... Aussi, je crois que je vais les prendre d'ailleurs. Oui, voilà, ça me fait 3300. Allez, on va le prendre. Je n'avais jamais essayé jusqu'ici. Hop. Voilà, on va prendre deux bombes de 60 kg. Alors, hop, et on peut le faire. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils mettent 250 kg. Ah oui, voilà, il y a une bombe de 250 kg et deux bombes de 60 kg. Excusez-moi, j'avais pas bien compris. Voilà, donc on a bien la bombe de 250 kg sous le moteur, hein, sous le carrelage principal, et deux plus petites bombes de 60 kg sous chaque aile. Ça se rapproche un petit peu de la configuration du Ju-87 Stuka, pour ceux qui ont suivi la vidéo. Voilà. À ceci près que là, je ne crois pas me souvenir qu'il y a un bras permettant donc à la bombe de passer sous l'hélice. Alors je pense qu'il devait y avoir très certainement une manœuvre particulière à faire pour lâcher la bombe. Je pense que l'avion devait certainement piquer de façon moins verticale que les Ju-87, sans quoi je pense que effectivement cette bombe aurait tendance à percuter l'hélice. Alors là, vous voyez, là pour le coup, je ne sais pas. Hein. Si certains d'entre vous ont des idées ou des connaissances particulières quant à cet avion, n'hésitez pas à me les donner. Ça sera un plus non négligeable. Voilà. Donc, bon, pour finir,
avant qu'on attaque la bataille. Donc c'est un avion qui a eu, à la suite de ces modifications dans les deuxièmes versions, qui l'ont rendu beaucoup plus stable, beaucoup plus performant en vol, puisqu'encore une fois, je le répète, les avions japonais sont connus, quel que soit leur modèle, pour leur stabilité en vol, leur manœuvrabilité. C'est un avion qui a pu même être utilisé dans certaines missions comme chasseur, principalement contre des cibles lentes telles que des hydravions ennemis ou des avions d'observation ou encore des bombardiers peu armés. Voilà. Nous allons lancer tout de suite la bataille. On est déjà à 10 minutes. Hein. C'est vrai que j'ai pris un peu plus de temps là pour faire un peu l'exposé historique. Je ne me souviens pas m'être servi de cet avion. Donc on va voir ce que ça donne en termes de vol. J'espère que, voilà, que ça ne sera pas trop court. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des bombardiers. Dans ce domaine, on avait jusqu'ici seulement testé le F1M2 et le Swordfish, si je me souviens bien. Donc là, ça va être notre troisième bombardier en piqué à tester dans cette série. Comme je l'ai dit, hein, on viendra un jour ou l'autre à tester également des bombardiers moyens plus conséquents. Mais pour l'instant, je préfère me contenter donc d'avions plus spectaculaires entre guillemets. Je pense que c'est plus agréable à regarder au niveau de la vidéo. Alors, déjà premier test, oui, voilà, il est pas mal du tout. Il vire plus difficilement, plus lentement que les chasseurs, hein, c'est une évidence. D'ailleurs, il est plus gros, plus massif. On le voit hein, dans les virages, vous voyez, il a tendance à piquer du nez. Alors, bah, tiens, j'en parle à mon internaute de l'autre jour, qui m'avait interpellé à ce sujet. Il me disait que lorsqu'il faisait des virages très très serrés, il avait tendance à avoir son avion qui piquait du nez, et du coup, il se retrouvait au tapis. Donc, vous voyez, bah voilà, s'il me regarde, voilà l'exemple type. Quand on serre très très serré, effectivement, l'avion a tendance à baisser du nez et il perd de la vitesse et de l'altitude. Donc quand on est trop bas, attention aux manœuvres trop serrées, effectivement, ça peut poser des problèmes. Il ne faut pas hésiter à remettre l'avion en position horizontale avant de reprendre un virage si nécessaire. Ce que l'on va faire immédiatement, on va regarder les cibles terrestres que nous pouvons entreprendre. Je vois des cibles terrestres proches de notre aérodrome capturé, c'est-à-dire en point B. On va s'en approcher, je pense qu'on aura peut-être un peu moins de difficultés, il y aura peut-être un peu moins d'ennemis, parce que je dois avouer que je ne sais pas vraiment comment réagit cet avion en combat aérien, donc j'aimerais bien déjà qu'on commence par faire ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire une attaque en piqué contre des cibles terrestres, et ensuite on verra dans un deuxième temps, quoi qu'il y a un Blenheim là qui se promène. Alors on va engager le Blenheim, tant pis. L'occasion fait le larron. Le Blenheim n'est pas très loin. Si je peux éventuellement l'engager, quoique non, il a fait demi-tour là. Il est en train de... Ah, je sais pas ce qu'il vise exactement. Moi je pense qu'il s'attaque peut-être à... Ou alors il m'a vu, je sais pas, il tente de m'échapper. Bon tant pis. On va attaquer les cibles terrestres. Et ensuite on verra comment il réagit en combat aérien éventuel. Voilà. Donc on a en bas certainement... Je pense que ce sont des canons de DCA mobile. Alors on va essayer. Je suis très mauvais en combat, voilà, en attaque aérienne. Je vous le dis très net. Hop. Ah bah ça va, pas trop mal quand même, pas trop mal. Oula. Oh. Je sais pas qui j'avais dans le dos là. J'ai eu le droit à quelques tirs. Je pense que c'est... Ah oui, d'accord. Ouf. Ah, un I-15. Bon, alors voyons voir. On va essayer de voir ce que ça donne en combat aérien. Alors là, pour le coup, la vidéo risque de pas durer très longtemps. Je ne sais pas. Ça va dépendre. Je sais que les I-15 sont quand même assez agiles. Et je ne suis pas très bon. Vous voyez, quand on parlait de dogfight et de capacité à virer pour un avion de chasse, voilà, là, on est vraiment dedans. Là, pour le coup, je ne suis pas aussi... Oh là 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 là, ouf, oui, alors là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, il faut vraiment que je m'échappe parce que je ne vais pas m'en sortir. Mon mitrailleur de queue fait ce qu'il peut. Là, je le prends pas. J'avais dit dans une autre vidéo qu'on peut prendre les commandes du mitrailleur de queue, mais je préfère... Oh, ah là là, j'en ai deux au face, là, je vais pas m'en sortir. Et puis alors, il tire fort. Hein. Je vais laisser mon mitrailleur automatisé prendre le relais parce que j'essaye de faire des manœuvres évasives pour tenter d'éviter ces tirs. Donc je ne préfère pas rester en position fixe. J'ai un autre KI 45 en face de moi, mais je... Ah, voilà, bon, c'est mort. Ouais, oui, ils étaient deux avec, contre notamment un I-16. Alors les I-16 sont quand même très performants. Et je pense que je lui ai fait mal, il fume. Je sais pas si c'est moi qui lui ai fait mal, mais enfin bon. Voilà, bah écoutez, pour le combat aérien, finalement, ça aurait été assez court. Hein. Sur une vidéo où j'ai parlé 10 minutes, on n'a que 4 minutes de combat. Je suis vraiment désolé, j'ai fait de mon mieux.
Que vous dire? Bah voilà, ça reflète un petit peu, encore une fois, la réalité, hein. Les simulations de War Thunder sont finalement très très proches de la réalité. Enfin, en tout cas, on est en arcade. Alors évidemment, il ne faut pas prendre en compte toutes les contraintes évidentes qu'on aurait en simulation, etc. Mais grosso modo, on y est, c'est-à-dire un avion qui est globalement, pour un bombardier en piqué, plutôt stable et plutôt efficace, performant. J'ai atteint mes cibles terrestres sans problème, 3 cibles atteintes, 3 cibles détruites, donc rien à dire quant à ses capacités de chasseur en piqué. Je précise pour ceux qui donc jouent bombardier que lorsque l'on attaque une cible terrestre en mouvement, il faut essayer aussi de compenser légèrement le déplacement de la cible, hein. Donc ne visez pas la cible, mettez pas votre viseur sur la cible elle-même, parce qu'au moment où votre bombe va tomber, la cible se sera déplacée, c'est une évidence. Il faut faire comme quand vous êtes en combat aérien, essayez de viser légèrement devant en tenant compte de votre altitude, donc en fait du temps que va mettre votre bombe pour tomber. Et la puissance de la bombe compte aussi. Si vous avez une bombe très puissante, hein, une bombe de gros volume, elle fera beaucoup plus de dégâts et elle n'aura pas forcément besoin de tomber pile poil sur la cible, ce qui est moins le cas avec des bombes de petite taille. Et puis ça dépend aussi de la résistance de la cible, hein. Sur des chars lourdement blindés, évidemment il faut des bombes plus performantes que sur par exemple des véhicules antiaériens qui sont plus faciles à détruire. Voilà. Après, au niveau du combat aérien, bien ma foi, on s'en est pas trop mal sorti. Bon là c'est vrai qu'honnêtement, avec un seul adversaire, j'aurais pu faire quelque chose. Avec deux, ça devenait vraiment très compliqué, d'autant plus que les chasseurs russes sont redoutables même en première génération. Le I-15, on peut encore faire quelque chose, mais le I-16, vous verrez quand on parlera des chasseurs russes, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prends toujours autant de plaisir à les faire. J'attends toujours vos commentaires avec grand plaisir. Encore une fois, je pose la question, hein, pour ceux qui ont la réponse. Merci de me dire comment les alliés procèdent pour donner des noms de code aux avions japonais. Ça me sera utile pour les prochaines vidéos. Et puis, je suis toujours à l'écoute de vos commentaires, bons ou moins bons. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À ciao.